Oui, bonjour. Laurent Martin à LNHE à EDF. Je vais vous présenter les travaux qu'on réalise au LNHE sur effectivement le développement d'un modèle d'écosystème plus particulièrement dédié à l'eutrophisation de la lagune. Et puis, comme développement d'un outil comme outil de connaissance et d'aide à la décision. Alors, le contexte, vous le connaissez. Suite à la condamnation de la France et puis l'ensemble des diminutions des quotas d'eau, de respect de seuil de salinité, de mise en place d'un suivi physique et écologique important, EDF a demandé à sa R&D de travailler sur l'eutrophisation de la lagune, puisqu'on considérait que le paramètre salinité allait être amélioré par la diminution des quotas. Et donc, c'est ce que l'on a fait. On a commencé ces travaux en 2006. L'idée étant de, effectivement, mieux comprendre les processus physiques et biogéochimiques qui mènent à l'eutrophisation, les blooms de phytoplancton versus des années de macroalgues, les conditions qui mènent, les conditions dynamiques, physiques, météorologiques, d'apport qui mènent aux hypoxies, aux anoxies du milieu. Et puis, évidemment, étant à EDF, d'essayer d'estimer la part relative des différentes pressions du bassin versant sur l'eutrophisation de la lagune, apport donc du bassin versant direct, apport des rivières, et puis apport du rejet EDF. Alors, je vais essayer de décrire très brièvement la stratégie de modélisation, ce qu'on met en place. Vous pourrez me poser des questions après si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce qu'on met en équation dans ce modèle, mais quand même, je voudrais vous présenter la stratégie de modélisation qui s'appuie sur nos outils. Alors évidemment, nos outils, un outil LNHE et puis un outil d'un centre de recherche hollandais, Deltares. Alors, comment on modélise les temps ? Donc on s'appuie sur le modèle Télémac 3D dont Nathalie Durand vous a fait une présentation hier, qui va calculer l'hydrodynamique du milieu en considérant la bathymétrie, évidemment, le vent, les précipitations, évaporation, marée, etc. Enfin, tout ce qui gère l'hydrodynamique de ce milieu. Ce modèle va tourner seul sur 1 an, 2 ans, 10 ans, et puis il va produire des sorties hydrodynamiques, c'est-à-dire l'évolution donc des courants, l'évolution de la salinité, l'évolution de la turbulence, l'évolution des hauteurs d'eau, l'évolution de la température. Et ça, en fait, ça va faire un énorme fichier qu'on va intégrer dans un modèle de qualité d'eau qui, lui, va s'appuyer sur cette hydrodynamique pour calculer les paramètres de l'eutrophisation. Alors, dans ce modèle de qualité d'eau, on est aussi obligé, évidemment, d'y rajouter d'autres choses en entrée. C'est ce que vous voyez en rouge à droite. Alors, ce qu'on y rajoute, en fait, on y rajoute évidemment tous les apports, azote, phosphore, carbone, silice, les matières en suspension par l'ensemble des tributaires. On y rajoute tous les apports des stations d'épuration et des industries. Évidemment, on y met de la lumière, parce que le phyto en a besoin pour la photosynthèse. Et puis on lui redonne un petit coup de vent, parce que le vent va aussi aider la colonne d'eau à se réaérer, et donc à faire qu'on diffusera un peu mieux de l'oxygène. Et puis voilà, donc toutes ces entrées-là vont permettre au modèle de transport, simplement ce modèle, il calcule le transport de particules ou le transport d'éléments dissous, en fonction de l'hydrodynamique du système, et puis calcule tous les processus biogéochimiques liés entre eux, en fait. Ammonium, nitrate, phosphate, tout ce qui est azote particulière, phosphore particulière, le phytoplancton, les uves, l'oxygène, etc. Et évidemment, on prend aussi en compte le sédiment. Je vais vous expliquer comment, et vous allez voir que c'est assez important. Je passe rapidement, on l'a vu cette slide hier. Voilà, donc le modèle biogéochimique, il tourne sur ce domaine, Golfe de Fos et Tandberg. Je voudrais juste vous signaler que pour l'instant, en fait, le couplage des deux modèles, modèle hydrodynamique et modèle de qualité d'eau, c'était un des points un point compliqué en fait pour le réaliser, puisque le modèle Télémac 3D, pour les initiés, c'est un modèle en éléments finis. Le modèle DELVAC de transport et de biogéochimie, c'est un modèle
volume fini, et c'était un petit peu compliqué de coupler les deux en conservant la masse, en ayant une masse des éléments conservés. Donc ça, c'est des travaux qui ont duré 2 ans. Et en fait, aujourd'hui, on couple les deux modèles sur la base d'une version simplifiée du modèle hydrodynamique. Pour l'instant, on n'arrive pas encore à exploiter le modèle 31 plans, donc le modèle qu'on a présenté pour l'hydrodynamique, pour des raisons de problèmes numériques, mais on est en cours et on devrait pouvoir le faire bientôt, ce qui permettra d'améliorer, je pense, énormément les résultats du modèle. Alors, en ce qui concerne la biogéochimie, voilà, en gros, ce qu'on modélise, c'est les petits carrés et rectangles jaunes. Il faut savoir que le modèle qu'on utilise de qualité d'eau, c'est un modèle global qui a été développé par les Hollandais depuis plus de 20 ans et qui, en fait, capitalise l'ensemble des connaissances de ce bureau d'études en termes de modélisation de qualité d'eau. Pour le coup, ils ont évidemment tout un panel de substances qu'ils peuvent faire évoluer. Il y a les métaux lourds, il y a les micropolluants organiques, et puis toute la partie donc, eutrophisation avec le phytoplancton, donc les éléments nutritifs, la matière organique évidemment particulière et dissoute, des phénomènes de sédimentation, et puis des phénomènes de décomposition de la matière dans le sédiment et de diffusion des éléments nutritifs dans la colonne d'eau. Alors, ce modèle, l'intérêt qu'il a aussi, c'est que c'est un modèle de compétition algale. C'est-à-dire que notre variable, la variable chlorophylla, en fait, c'est un paramètre. C'est un paramètre résultant de la croissance de différentes algues qui sont en fait introduites dans le modèle grâce justement à l'expérience de ces fameux Hollandais qui ont aussi beaucoup de problèmes de lacs chez eux et d'eutrophisation et qui ont en fait tiré de ces problèmes-là qu'ils ont rencontrés de la physiologie des algues, et donc ils ont recensé les algues en présence, ils ont fait des essais en laboratoire, ils ont évalué les taux de croissance, les taux de mortalité, les taux de production, de photosynthèse, etc. Et en fait, ils ont un système qui permet de représenter différents types d'algues. Et nous, on a choisi dans un premier temps de considérer 4 espèces ici pour l'étang de Berre, que l'on retrouve communément dans cet étang, les diatomées, 2 sortes de flagellés, et puis les ulves. Et puis ça, bon, c'est le cycle classique en fait d'assimilation et de croissance, de mortalité de la matière en fait. Alors, le modèle, il est, dans son état actuel, il est simplifié. On est obligé encore aujourd'hui de faire des simplifications. Vous avez compris que c'est quand même une machine à gaz, c'est quand même assez lourd, donc on ne peut pas prendre en compte tout d'un coup, et donc on fait ça par étapes. Et alors, la première étape, c'était donc de considérer une hydrodynamique un peu simplifiée, ce qui va entraîner en fait que la stratification qui va être générée par ce modèle est moins précise, moins bien représentée qu'avec le modèle hydro 31 plans. Ça va avoir un impact important sur les résultats de la biogéochimie. Une autre simplification, c'est que le compartiment sédimentaire aussi, pour l'instant, il n'est représenté que par une seule couche. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas de stock profond d'azote et phosphore pour l'instant. On n'a pas 10 cm de sédiments avec un stock en place et qui pourrait être remis par diffusion, par relargage, remis dans la colonne d'eau. Pour l'instant, ce n'est pas trop important. Par contre, ça va le devenir si l'on souhaite essayer de faire de la prédiction, dans le sens où on va essayer de modifier complètement des apports. Alors à ce moment-là, ne pas avoir ce stock-là ne pourra pas permettre de faire ces choses-là. Je vous le dirai aussi un peu plus tard. On n'a pas d'eau interstitielle dans le sédiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'on a des particules, elles sédimentent, et puis par les processus de minéralisation, les sels nutritifs se remettent dans la couche sous-jacente, dans la couche d'eau, avec quand même une diffusion instantanée de l'ammonium issu de la minéralisation de l'azote particulière. Par contre, on a quand même un relargage du phosphate et de la dénitrification, fonction des teneurs en oxygène de la couche d'eau surnageante. Donc et ça, c'est crucial aussi, c'est très important. Et puis une autre simplification aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de modèle de grazing
pour l'instant. Donc c'est un paramètre que l'on prend en compte dans le phytoplancton, mais on n'a pas un vrai modèle de croissance, ni pour le zooplancton, ni pour les moules. Alors, on a évidemment commencé à travailler, à voir un peu ce que donnait ce modèle sur 2 années qui sont très très bien renseignées grâce à la thèse d'Emma Goose. Et pour le coup, donc, on a travaillé sur les 2 années 2005-2006 où on a essayé de comparer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on met dans le modèle, c'est du vrai, quoi. C'est la vraie météo, c'est les vrais apports, en tout cas ce qu'on connaît. C'est la vraie marée, etc. Enfin là, pour le coup, tout est vrai, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Et pour le coup, on regarde ensuite les évolutions. Donc là, vous avez les 2 années 2005-2006. Et par exemple, ici, on vous montre les évolutions mesurées et simulées des nitrates, de l'oxygène dissous en surface et au fond. Alors, on ne voit pas bien la simulation du fond, mais ce n'est pas grave parce que j'ai un slide après qui sera plus précis. Et puis, on a comparé aussi les processus, puisque dans la thèse d'Emma, elle a pu mesurer de la production primaire, elle a pu mesurer de l'uptake d'ammonium, et donc on regarde aussi, et c'est l'intérêt du modèle, c'est qu'il permet de sortir tout ça, évidemment, ce sont des équations, donc on a accès au bilan directement par ça. Et voilà, bon, sur 2005-2006, ça marche quand même pas trop mal. Là, on regarde d'un point de vue spatial l'évolution de la production primaire mesurée et simulée pour les 12 stations du JPREB. Donc tous les points sont aussi les mesures effectuées par le JPREB sur les 12 points. Et puis les courbes représentent les simulations. Et on va dire qu'on est sur l'ensemble des stations dans un bon ordre de grandeur de la production primaire, hormis, vous voyez, l'événement là sur Vane en 2006 qu'on ne représente pas. Alors le modèle permet de faire un bilan aussi de la production primaire tel que lui la calcule à l'échelle de la lagune. Pour le coup, là, on rassemble toutes les informations, on sort un bilan à l'échelle de la lagune. Et en fait, on obtient donc pour 2005-2006 des productions primaires en grammes de carbone par mètre carré par an de l'ordre de 600, une valeur 600, voilà, qui sont dans l'ordre de grandeur de ce qu'obtient Goose en 2008. Alors ça nous permet effectivement aussi d'avoir une idée de la spatialisation de cette production primaire, où par exemple vous voyez en haut à gauche la moyenne annuelle de la chlorophylle A sur l'étang, intégrée sur la colonne d'eau, avec voilà, une chlorophylle A bien plus importante au nord. Et puis vous voyez sur la carte un peu en bas la production primaire intégrée sur la colonne d'eau et en moyenne annuelle, avec un secteur nord bien identifié. Et puis, vous voyez cette langue un peu qui part du nord au sud, qui suit le Mistral. Donc ça, c'est aussi, je pense, un élément important, avec une production primaire qui semble débuter au nord et puis qui va ensuite s'étaler par les épisodes de Mistral, par les apports du Rancien ou de l'Arc, etc. Bon, je passe les films, je ne vais pas avoir le temps. Alors ensuite, l'intérêt du modèle, c'est donc, comme je vous disais, de permettre de faire des bilans et de voir ce qu'il raconte en termes de processus. Et là, ici, on regarde sur l'année 2006 le bilan en PPOK, en phosphate, en tonnes par an, que produit le modèle. Et en fait, le modèle, il montre que à droite, vous avez les sources de phosphate, et puis les puits à gauche, le puits essentiel étant l'assimilation autotrophe. Et en fait, le modèle, lui, il donne qu'environ les sources alloctones de phosphate représentent environ 7% de la demande, alors que la minéralisation pélagique et benthique représente plus de 94% de la demande, ce qui confirme aussi les travaux d'Emma Goose, et ce qui aussi apporte une pierre sur le fait que voilà, le modèle aussi tourne sur des processus de régénération. C'est bien ça qui gouverne l'assimilation autotrophe aujourd'hui.